Comment est-ce qu'on fait pour accélérer le développement urbain d'une métropole entière d'une bonne décennie? On n'engage pas plus d'ingénieurs? On n'ajoute pas de nouvelles réunions de comités sans fin? Ça, ce serait beaucoup trop simple. Ben oui, exactement. Non, à la place, on invite simplement un millier de cyclistes de très haut niveau à envahir les rues. Et on ferme tout. Voilà. Habituellement, tu sais, quand on pense au développement urbain, à la construction d'une ville, on imagine un processus d'une lenteur presque géologique. Oh, tout à fait. C'est lourd. C'est super lourd. On trace une nouvelle route, on planifie un quartier cyclable, on érige un pont. Et tout ça prend des décennies de consultations laborieuses. C'est lent, c'est hyper méthodique. Et ben, disons-le, c'est souvent très bureaucratique. Ouais, c'est le grand paradoxe de l'urbanisme, en fait. C'est traditionnellement une discipline de la patience absolue. On construit pour le siècle à venir, littéralement un bloc de béton à la fois. Mhm. Les décideurs publics, ils doivent jongler avec des budgets super complexes, des résistances locales et surtout des calendriers électoraux qui freinent souvent les ambitions les plus audacieuses. Mais ensuite, on introduit un événement sportif de calibre mondial dans l'équation. Et là, soudainement, cette machine extrêmement lente se met à accélérer d'une façon vertigineuse. C'est un vrai catalyseur. Exact. C'est comme si on appuyait sur le bouton avance rapide de l'évolution de la ville. Et c'est exactement la dynamique qu'on va explorer aujourd'hui pour les esprits curieux qui nous écoutent. C'est un sujet fascinant. Vraiment. Donc, on met le cap sur l'automne 2026, plus précisément du 20 au 27 septembre. Montréal et la région de la Montérégie vont accueillir les championnats du monde route de l'Union cycliste internationale, un nom un peu long pour désigner l'un des événements les plus massifs du calendrier sportif mondial. Ouais, un événement qui, sur papier du moins, est une simple compétition de cyclisme pour couronner les meilleurs athlètes du globe. Mhm. Mais en réalité, quand on analyse les données de près, on se rend compte que ça dépasse largement le cadre du sport. C'est une véritable opération d'ingénierie sociale et urbaine. Exactement. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment une simple course de vélo, entre guillemets, se transforme en un levier massif, presque invisible, pour transformer l'urbanisme, stimuler l'économie locale et même redéfinir l'histoire d'une métropole. L'aspect historique est d'ailleurs crucial ici. Ah oui, la dimension historique est absolument captivante. Il faut remonter un peu dans le temps pour bien saisir. Ça fait exactement 52 ans que Montréal a marqué l'histoire en accueillant les tout premiers mondiaux cyclisme hors du continent européen. C'était en 1974. Une autre époque. Totalement. À l'époque, le cyclisme mondial, c'était vraiment une chasse gardée de l'Europe. Alors, l'amener en Amérique du Nord, c'était un coup de force magistral. Un vrai pari. Et comme si cette symbolique n'était pas suffisante, cette édition de 2026 s'inscrit comme le pilier sportif des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques d'été de 1976. Et tu vois, cette convergence temporelle n'a absolument rien d'un hasard. Non, c'est très calculé. Très. La ville utilise son propre passé, ses propres jalons historiques majeurs pour propulser un projet d'une extrême modernité. On ne fait pas que commémorer avec des plaques sur des murs ou des discours nostalgiques. On réactive carrément l'ADN sportif de la région. En utilisant les infrastructures de l'époque pour justifier les gros investissements d'aujourd'hui, en fait. Exactement. C'est brillant politiquement. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'avant de parler d'impact global, de stratégie politique ou même de retombées économiques vertigineuses, il est essentiel de comprendre la réalité concrète sur le terrain. Ce que les cyclistes vont vivre. Voilà. Comprendre ce que ces athlètes vont devoir endurer. Parce que le tracé qui a été choisi, c'est vraiment pas une promenade de santé. On parle de 8 jours de compétition ininterrompue. 8 jours complets, ouais. Pour les courses en ligne de la catégorie élite. Pour préciser pour ceux qui sont moins familiers, la catégorie élite, c'est le sommet absolu. C'est les professionnels qui s'affrontent sur le Tour de France ou le Giro. L'élite mondiale, littéralement. C'est ça. Mais ce qui change fondamentalement la donne pour 2026, c'est la mise en valeur inédite de la région de la Montérégie, juste au sud de Montréal. Oui, de l'autre côté du fleuve. Les départs de cette catégorie reine vont se faire à Brossard. Ensuite, le peloton va traverser 7 autres municipalités. On parle de Chambly, Carignan, Mont-Saint-Hilaire. Et ensuite, c'est le grand saut. Ils vont s'élancer sur le pont Samuel de Champlain pour entrer sur l'île de Montréal. C'est précisément ce contraste de conception. L'image du pont d'abord. Ce passage spécifique sur le pont Samuel de Champlain, c'est pas seulement une nécessité géographique pour traverser l'eau. C'est une image de marque redoutable. Une vraie stratégie de carte postale. Absolument. C'est un trait d'union visuel et physique majestueux entre la rive sud et le cœur de la métropole. Télévisuellement parlant,
voir un peloton de professionnels traverser l'une des voies navigables les plus importantes d'Amérique du Nord, c'est une image qui se vend toute seule à l'international. Ah, c'est une très belle carte postale, ça c'est sûr. Mais une fois ce fameux pont franchi, c'est là que le cauchemar commence pour les jambes des coureurs. Oh oui, le dénivelé. Le circuit final se déroule sur le mythique Mont-Royal. Nos sources décrivent ce final urbain comme un piège technique hyper exigeant. Pour donner une idée claire de la brutalité de la chose, regardons juste les statistiques de la course masculine. Vas-y, les chiffres font peur. On a une distance totale de 273,2 km et le chiffre qui fait vraiment mal, c'est un dénivelé positif monumental de 3720 mètres. C'est gigantesque pour un circuit urbain. Mais c'est fou. Pour utiliser une comparaison, un parcours de plus de 270 km avec près de 4000 mètres à grimper, le tout concentré en pleine ville. C'est littéralement comme si on transformait une métropole entière en une chaîne de montagnes impitoyable. Exactement. Il n'y a pas de col alpin, mais la somme de toutes ces petites montées devient complètement destructrice. Ouais, la psychologie derrière ce tracé est super intéressante. Les organisateurs ont délibérément créé un récit géographique en 2 actes très distincts. Comment ça, 2 actes? Le premier acte, c'est la traversée de la Montérégie. C'est la portion pittoresque. Le peloton traverse des municipalités avec une certaine fluidité, sous les belles couleurs d'automne, avec des routes qui sont relativement roulantes. D'accord, l'échauffement panoramique, en gros. Voilà. Mais le deuxième acte, c'est l'usure pure et simple. Le circuit du Mont-Royal avec ses montées répétitives, notamment la voie Camillien-Wood, ça pardonne pas. Ces 3720 mètres de dénivelé, c'est une succession incessante de montées abruptes, de relances nerveuses, de virages hyper serrés où il faut constamment freiner et réaccélérer. Ça doit être épuisant musculairement parlant. Sur le plan biomécanique, c'est une accumulation d'acide lactique qui est conçue spécifiquement pour briser les cyclistes un par un. C'est là que la course passe du statut de belle vitrine touristique à un véritable test de survie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour orchestrer ce fameux test de survie, pour encadrer cette torture athlétique à travers la ville, il faut une infrastructure en coulisses qui défie complètement l'imagination. La logistique est phénoménale. On parle d'un parcours de 273 km qui traverse plusieurs villes différentes. C'est pas juste un défi pour le système cardiovasculaire des athlètes, c'est un marathon logistique monumental pour les organisateurs. Il faut coordonner tellement de choses en même temps. Imagine un peu la scène. Plus de 1000 cyclistes de haut niveau, qui proviennent de 75 pays différents, qui convergent vers une même région. Si on devait faire une analogie, c'est l'équivalent de diriger un orchestre symphonique gigantesque, mais un orchestre en mouvement perpétuel. J'aime beaucoup cette image. Les instruments, c'est 1 millier d'athlètes. Et la scène, elle bouge à 50 km/h sur des dizaines de kilomètres, en traversant des juridictions municipales différentes, des services de police distants, et l'un des ponts les plus fréquentés au pays. Ouais, et sans oublier les délégations qui les accompagnent, tu sais. Les mécaniciens, les directeurs sportifs, les dizaines de véhicules de soutien qui suivent le peloton. La gestion d'une caravane comme ça exige une chirurgie où l'erreur n'a juste pas sa place. Mais justement, comment on fait concrètement pour fermer un pont comme Samuel de Champlain, qui est un point névralgique de circulation, sans paralyser la moitié de la province un dimanche après-midi? C'est pour cette raison précise que la structure dirigeante derrière l'événement est d'une rigidité absolue. L'organisation, elle est chapeautée par le Comité Mondial Montréal 2026, qui est dirigé par Sébastien Larsenault. D'accord. Et ce comité opère dans une matrice très complexe. Il doit d'abord répondre aux exigences internationales de l'Union cycliste internationale, l'UCI, qui transige pas du tout sur les normes de sécurité. Évidemment, avec autant de pays impliqués. Voilà. Et il faut aussi intégrer Cyclisme Canada et la Fédération québécoise des sports cyclistes, la FQSC. Eux, ils fournissent toute l'expertise technique locale et surtout les bataillons de bénévoles essentiels. Donc on ne peut pas juste se contenter d'engager, je sais pas moi, une agence événementielle standard pour gérer un monstre pareil. Absolument pas. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on comprend immédiatement la logique derrière le choix du promoteur. C'est l'équipe derrière les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, les GPCQM, qui a été désignée pour gérer ça. Ah, ça fait du sens, ils ont déjà l'expérience. Exact. On ne confie pas la sécurité d'un millier d'athlètes, la coordination de 75 pays et la fermeture synchronisée de grandes artères urbaines à des novices. On fait appel à une machine organisationnelle qui roule déjà sa bosse chaque année sur le circuit mondial. Ils connaissent le terrain. Les équipes des GPCQM connaissent parfaitement les fermetures de route en milieu densément peuplé. Elles savent comment créer, par exemple, des couloirs d'urgence pour les ambulances sans devoir interrompre la course.
C'est vraiment de l'ingénierie logistique de très haut vol. C'est une précision presque militaire en fait. Il est d'ailleurs super pertinent de souligner que le partenaire principal de cet immense effort, c'est une entreprise québécoise, Première Tech. Oui, un très gros joueur industriel. Avoir un fleuron local comme ça, comme partenaire majeur, ça ancre encore plus l'événement dans le tissu économique de la région. Mais je me dois d'amener une certaine dose de scepticisme ici. Vas-y, je t'écoute. Tout ce déploiement, ces fermetures de ponts, cette sécurité de fou pour 75 délégations internationales, ça coûte une véritable fortune à organiser. Les gouvernements, qu'il s'agisse du fédéral, du provincial ou des instances municipales, ils injectent des dizaines de millions là-dedans. C'est certain, les budgets sont énormes. Et là, en face, on nous avance des chiffres de rayonnement mondial qui donnent un peu le vertige. On parle d'un accès gratuit pour des centaines de milliers de spectateurs le long du parcours et d'une audience globale estimée à 250 millions de téléspectateurs dans près de 150 pays. Des chiffres qui démontrent la puissance de frappe dans tel championnat du monde, clairement. Oui, mais je t'arrête un instant sur cette idée. L'accès le long des routes, pour ces centaines de milliers de spectateurs sur le terrain, il est entièrement gratuit. Oui, c'est la nature du cyclisme sur route. À disons 150 $ à l'entrée d'un stade fermé. Alors, quand on me parle de 250 millions de téléspectateurs et de retombées économiques qui sont projetées à plus de 70 millions de dollars pour la province de Québec et plus de 210 millions pour l'ensemble du Canada, moi je me pose de sérieuses questions. Tu penses que c'est gonflé, hein? Juste pour Montréal, on estime les retombées touristiques directes à environ 76 millions de dollars. Mais comment la gratuité peut-elle générer une manne financière aussi massive? Est-ce que ce ne sont pas juste des simples chiffres de vanité, tu sais, créés par des firmes de relations publiques pour justifier la dépense d'argent public? C'est une excellente observation. Cela soulève une question importante sur la mécanique même de ce qu'on appelle l'économie du tourisme événementiel sportif. C'est un doute tout à fait légitime. Parce que gratuit, c'est gratuit. Oui, mais il faut comprendre que le paradoxe de la gratuité est en réalité le moteur même du profit dans ce modèle d'affaires. Lorsqu'un événement ne fait pas payer l'accès à son site principal, qui est ici une voie publique s'étendant sur 273 km, il élimine la plus grande barrière à l'entrée pour le public, autant local qu'international. D'accord, donc plus de monde se déplace. Résultat immédiat, on attire des foules massives. Un volume de personnes qu'absolument aucun stade conventionnel au monde ne pourrait contenir. Donc le fait de ne pas faire payer un billet d'admission, ça crée une sorte de masse critique d'individus qui deviennent tous des consommateurs captifs dans la ville, c'est ça donc? C'est le principe fondamental. Ces centaines de milliers de personnes qui se massent le long des routes de Brossard, sur le bord de l'eau à Chambly ou sur les pentes du Mont-Royal, elles ne se contentent pas de rester figées sur le trottoir pendant 8 jours sans rien faire. Non, elles ont faim, elles ont soif. Exactement. Elles consomment l'espace urbain. Elles doivent se loger, ce qui remplit les hôtels de la région à des tarifs qui sont souvent revus à la hausse en raison de la demande exceptionnelle. La fameuse tarification dynamique. Voilà. Elles doivent se nourrir, ce qui fait exploser le chiffre d'affaires des restos, des cafés, des épiceries de quartier. Elles achètent des titres de transport en commun. Et surtout, les visiteurs internationaux qui sont venus soutenir leur délégation, ils prolongent super souvent leur séjour pour visiter d'autres attraits du Québec. Donc c'est pas juste l'événement, mais c'est l'écosystème autour. L'injection de 76 millions de dollars en tourisme direct juste pour Montréal, elle se calcule là. C'est de l'argent frais injecté dans l'économie réelle par des visiteurs pendant toute la durée de la compétition. Ah, je vois. Et pour ce qui est des fameux 250 millions de téléspectateurs, parce que comment on monétise quelqu'un qui regarde la course en pyjama depuis son salon en Europe ou en Asie? C'est là qu'il faut complètement changer de perspective. Ces 250 millions de téléspectateurs, c'est pas une vente directe. C'est de l'exportation d'images. De la pub en gros. Exactement. Il faut visualiser ce qu'ils regardent à l'écran. Des hélicoptères qui filment en haute définition la silhouette de Montréal, les reflets majestueux sur le fleuve Saint-Laurent, les forêts de la Montérégie baignées dans la lumière dorée et les couleurs de l'automne québécois. C'est magnifique qu'en septembre, ouais. C'est, dans les faits, une publicité touristique ininterrompue de 273 km de long qui est diffusée pendant plusieurs heures dans 150 pays différents. Ah oui, vu comme ça. Une campagne de promotion touristique de cette ampleur, ça coûterait des dizaines et des dizaines de millions à la ville si elle devait l'acheter en espace publicitaire classique. Ici, l'événement sportif autofinance cette immense visibilité qui va influencer les décisions de voyage à long terme, tu sais, bien après la remise des médailles. C'est fascinant. C'est vraiment une façon brillante de voir les choses. Une immense campagne publicitaire déguisée en compétition sportive. Et on comprend que l'argent circule à un rythme effréné pendant ces 8 jours. Mais
L'aspect le plus crucial, le cœur véritable de notre analyse aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand le cirque quitte la ville. Le fameux leg. Oui, ce qui reste ancré dans l'asphalte et dans l'ADN même de la métropole, une fois que les 250 millions d'écrans s'éteignent et que les délégations rentrent chez elles. On entre ici dans le concept fondamental de l'héritage. Les sources qu'on a consultées insistent lourdement là-dessus. L'objectif, c'est pas seulement de faire une belle fête d'une semaine, Non, ça doit durer. c'est de laisser un legs physique et social vraiment significatif pour les citoyens. Et c'est précisément là que l'événementiel sportif de très haut niveau rejoint l'urbanisme durable. Oui, car il y a un levier super puissant à l'œuvre. Montréal possède déjà le prestigieux label UCI Bike City. C'est un titre qui récompense les villes qui investissent massivement dans la pratique du vélo. C'est un label très convoité d'ailleurs. Mais les organisateurs et la municipalité, ils utilisent l'arrivée des mondiaux de 2026 comme un vrai catalyseur pour accélérer les investissements dans des infrastructures cyclables qui seront, elles, totalement permanentes. Des vraies pistes séparées du trafic. L'objectif de mobilité durable est super clair. C'est d'utiliser la ferveur et l'attention médiatique de l'événement pour promouvoir le vélo, non plus seulement comme un sport de compétition, où les gens portent des cuissards en lycra, Pas seulement pour les athlètes. mais comme un véritable mode de transport quotidien pour tout le monde. La cible finale, en fait, c'est d'améliorer la santé publique de la population en général et de réduire concrètement l'empreinte carbone de la région. C'est là qu'on comprend l'ingénierie politique de la chose. Pour conserver ce fameux label UCI Bike City, et surtout pour justifier aux citoyens l'accueil de tels championnats, une ville doit démontrer de réels efforts en matière d'infrastructure. Il y a des comptes à rendre. Tout à fait. Il y a donc une volonté évidente des politiciens d'utiliser ce prestige international et cette échéance stricte de 2026 pour justifier et débloquer des budgets publics d'infrastructure. Des budgets qui en temps normal auraient peut-être pris 1 ou même 2 décennies supplémentaires à être approuvés, à cause des lourdeurs bureaucratiques dont on parlait au début. Ah oui, le fameux bouton avance rapide. Exact. L'événement devient une sorte d'ultimatum positif. On n'a plus le temps de débattre pendant 15 ans. Il faut construire les pistes pour 2026. C'est fort. Et il y a aussi un aspect qui touche à l'identité profonde de la ville. On en a parlé brièvement au début de l'émission, mais le fait que le parcours et l'organisation intègrent les sites olympiques de 1976, c'est primordial. Le vélodrome, le parc olympique, oui. En réutilisant ces espaces-là, la ville joue pas seulement sur la corde sensible de la nostalgie pour les plus vieux. Elle renforce activement son image globale de métropole sportive internationale. Et selon nos documents, cette image de marque à la fois active et verte, ça devient un argument de vente majeur pour le secteur du développement résidentiel. Ah oui, l'immobilier suit de près. Les quartiers qui sont traversés par la course ou qui bénéficient des nouvelles infrastructures cyclables héritées de l'événement, ils voient leur attractivité exploser auprès des acheteurs. C'est indéniable. Une métaphore assez frappante. Je dirais que cet événement sportif monumental, c'est en réalité un cheval de Troie extrêmement positif. Un cheval de Troie. Intéressant. Oui. Sous le couvert d'une immense célébration sportive bariolée, avec l'excitation des foules, le suspense, la logistique fascinante, la ville s'infiltre dans ses propres quartiers. Elle utilise l'attention du public pour imposer, financer et accélérer un développement urbain vert, pour bâtir des pistes cyclables sécurisées et imposer une restructuration permanente de ses artères. C'est carrément une manœuvre d'urbanisme déguisée en course de vélo. C'est la synthèse exacte de la stratégie moderne des grandes métropoles aujourd'hui. La vraie performance ici, elle n'est pas uniquement athlétique. Elle n'est pas mesurée par les capteurs de puissance des coureurs sur leur vélo. Non, c'est pas juste des watts. Elle est profondément institutionnelle. L'habileté de l'administration publique et des organisateurs, elle réside dans leur capacité à utiliser les fantômes du passé, c'est-à-dire l'héritage émotionnel de 1976, combiné à la logistique impitoyable de 2026, pour façonner le marché immobilier et les habitudes de transport de demain. C'est un plan à long terme. Les promoteurs immobiliers et les planificateurs urbains le savent très bien. Un quartier qui est identifié mondialement à la mobilité active, qui est doté d'infrastructures cyclables de pointe léguées par un tel événement, il voit sa valeur grimper. La compétition sportive de 8 jours, c'est rien de moins que l'argument de vente pour les 50 prochaines années de la métropole. C'est dingue. C'est vraiment une perspective qui change complètement la façon dont on regarde le simple passage d'un peloton à la télé. Ça n'a plus rien à voir.
On part d'une simple ligne de départ, à Brossard, pour aboutir à une transformation en profondeur d'une région entière. Si on regarde la vue d'ensemble, c'est 273 km de bitume, avec toutes ces municipalités impliquées, de la Montérégie jusqu'au sommet du Mont-Royal. C'est pas juste un tracé de course particulièrement sadique pour les cuisses des athlètes. Même si ça l'est. C'est clair que ça l'est, mais c'est surtout le fil conducteur d'une prouesse logistique qui réunit 1000 athlètes et 75 nations. C'est une machinerie qui propulse une économie générant 210 millions de dollars de retombées au pays. Tout ça en 8 jours. Ouais. Et qui utilise la gratuité de son spectacle pour s'exporter visuellement devant 250 millions de paires d'yeux à l'international. Et tout ça, tout ce grand cirque, ça sert de prétexte, au meilleur sens du terme, pour redessiner de façon permanente la façon dont les citoyens vont se déplacer, vont habiter et vivre dans leur propre ville pour les décennies à venir. C'est une illustration éclatante, vraiment, de la façon dont le sport de très haut niveau ne se limite plus du tout au chronomètre ou au tableau des médailles. Ça s'inscrit directement dans la brique, l'asphalte et le mode de vie quotidien des gens. C'est du concret. Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion finale. Une petite idée à laisser décanter pour quiconque s'intéresse à l'avenir de l'aménagement urbain. Vas-y. Si un rassemblement sportif de 8 jours peut servir d'accélérateur politique et économique à ce point puissant, capable de contourner les lenteurs bureaucratiques pour modifier de façon permanente les infrastructures lourdes d'une métropole, Ouais. quels autres grands rassemblements traditionnels est-ce qu'on pourrait réimaginer? Que ce soit des grands festivals culturels, des sommets internationaux, des foires commerciales géantes. Comment on pourrait cesser de les voir comme des simples célébrations éphémères pour commencer à les concevoir dès le départ comme de véritables outils délibérés de mutation urbaine à long terme? C'est une excellente piste de réflexion, ça. Et ça nous ramène exactement à l'idée du départ, finalement. La boucle est bouclée. Parfois, la meilleure façon de construire la ville du futur, d'esquiver cette fameuse lenteur géologique de la planification urbaine habituelle et d'appuyer enfin sur le bouton avance rapide, c'est pas de s'enfermer dans un bureau pour débattre d'un énième plan d'urbanisme, c'est tout simplement d'inviter le monde entier à venir faire du vélo dans nos rues. C'est joliment dit. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette mécanique invisible mais tellement fascinante aujourd'hui. Gardons l'esprit critique et curieux face au monde qui nous entoure et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.